Madame, Monsieur, bonsoir, je suis ravie de vous retrouver. Voici les titres de ce vendredi 7 juillet. Une dizaine de voitures en feu hier soir, cité Gaudissart à Fort-de-France. Les résidents ont été réveillés en pleine nuit. La police soupçonne un vol d'essence et d'accessoires qui aurait mal tourné. Conflits de voisinage, affrontements armés, homicides, les cités sont de plus en plus le théâtre d'actes de violence. Une situation hors de contrôle selon le directeur de la société Ozanam, vous le verrez. Ils sont nombreux chaque année à vouloir rentrer au pays après des années d'exode et de déracinement. Un vœu pas toujours facile à réaliser. Entre volonté et difficultés rencontrées, le parcours peut être long avant le grand retour. Témoignage dans ce journal. Le Colombien Diego Armando Soraca Capesa sera bel et bien au départ du 42e Tour cycliste de Martinique. La justice a tranché en faveur des sportifs sud-américains. Un soulagement pour la pédale pilotine. Commençons avec cet incendie déclaré ce matin dans une maison quartier L'Ermitage à Fort-de-France. Le locataire se trouvant à l'intérieur a été transporté au CHU. Selon nos informations, c'est lui qui aurait mis le feu au logement, n'acceptant pas son expulsion pour loyer impayé. Raphaël Luce et Marc-François Calmeau. C'est dans cette maison, située rue de la Ravine, qu'un individu aurait décidé de mettre le feu. En début de matinée, les flammes ont pris de l'ampleur. Un nuage de fumée a englouti toute la structure en bois. Alertés très tôt par les voisins, les forces de l'ordre ont pu extraire à temps l'occupant. Dans la foulée, les pompiers sont intervenus assez rapidement. La veille, un huissier de justice est venu à la rencontre de ce locataire afin de l'inviter à quitter les lieux pour non-paiement de loyer. Attaché à cette maison qu'il occupe depuis 15 ans, l'homme se serait retrouvé en situation de détresse. Selon certains témoignages, il avait fermement l'intention de rester à l'intérieur de l'habitat et tenter de mettre fin à ses jours. L'intervention rapide des secours aurait permis d'éviter le pire. L'enquête permettra de déterminer la cause de cet incendie. Les pompiers à pied d'œuvre également hier soir à la cité Gaudissart à Fort-de-France où 17 voitures ont brûlé. Rien à voir avec les événements qui ont secoué l'Hexagone ces derniers jours. Il s'agirait d'un vol d'essence qui aurait mal tourné, provoquant l'incendie de plusieurs véhicules stationnés dans le parking. Franck Zozor, Patrick Jean-Guiteau. C'était la nuit dernière à 2h30. Ce parking, c'est celui qui se trouve entre les deux tours de Gaudissart, la tour Eliane et la tour Germaine. Des images tournées par les résidents, réveillés en pleine nuit par les odeurs, le crépitement des flammes et par les explosions. Au petit matin, le bilan est lourd. 17 voitures brûlées, 12 partiellement, mais elles ne sont pas utilisables. 5 voitures sont totalement détruites et parmi elles 2 véhicules récents. Fabien a été réveillé en pleine nuit. Il a perdu sa voiture de fonction et la voiture de sa compagne. Il me semble que ça a commencé par cette voiture-là. Et l'essence s'est propagée. Et bien sûr, je ne sais pas si ça doit être un acte criminel. Et le feu s'est propagé via l'essence jusqu'aux voitures qui sont en bas là. Un feu qui a démarré sur l'une de ces voitures. En pleine nuit, des individus sont venus voler sur ce véhicule avec une meule retrouvée sur les lieux par la police. Accidentellement ou pas, ils ont découpé le bac à essence, le carburant s'est répandu sur le sol, les étincelles de la meule ont fait le reste. La trappe à essence a été attaquée à la disqueuse. Donc vraisemblablement, ce sont des individus qui ont voulu dérober soit du carburant, soit des objets. Selon d'autres sources, certains individus se seraient spécialisés dans le vol d'accessoires, garde-boue, enjoliveurs ou encore les pots d'échappement design, comme ceux-là vendus dans des boutiques spécialisées. La demande est fluctuante par période, mais bon, ce n'est pas un article que nous vendons forcément tous les jours. Il y a une certaine valeur, donc ce n'est pas adressé à tous les publics. Une enquête est ouverte. Les policiers sont à la recherche d'individus que des témoins ont vus s'enfuir hier dans la nuit, peut-être surpris par le feu, et en laissant sur place les outils qu'ils ont utilisés pour découper le bac à essence. Les cités aux premières loges d'une violence qui s'intensifie, notamment celle de la société Ozanam. Depuis plusieurs mois, les actes d'incivilité explosent, des conflits de voisinage aux affrontements armés jusqu'au meurtre. Le bailleur social décrit une situation hors de contrôle. Edilia Eugène Mormain et Marc Belsa. C'est une bande de jeunes qui occupe ce parc pour enfants dans cette cité de Montgéral. Interdiction d'approcher pour nos caméras.
Ce parc est actuellement plus ou moins laissé à l'abandon, puisque les parents n'ont pas l'envie et aussi la tranquillité d'amener les enfants dans ce parc. Aujourd'hui, Michel Nat est venu s'enquérir du moral des habitants. Je suis représentant des locataires. L'homme accepte de le rencontrer. Il dit sa santé fragilisée par des tensions perpétuelles. Entre les voisins et voisines, on n'a pas tellement de problèmes. C'est plutôt les jeunes qui s'amusent à faire n'importe quoi, se mettent devant votre garage quand vous leur demandez, ils vous menacent, vous descendre de faire chose. Si vous avez envie de partir, comment vous vous sentez? Je dirais, en partant, ce ne sera pas mieux. C'est partout qu'il y a les nuisances maintenant. Partout pareil. Un sentiment partagé par beaucoup des usagers dans les cités. Il y a des enfants qui vivent dans ces lieux de résidence et qui voient tout le mal qui peut s'y passer. Et je trouve ça un peu déplorable. C'est le cas à l'Angelier, où on a eu un gros problème avec un mort. C'est le cas aussi au Robert, où dernièrement il y a eu un problème à Coute-Coute-là avec les habitants. L'incident de trop, c'était lundi dernier. Un gardien d'immeuble venu réclamer un impayé s'est fait asperger d'essence par le locataire. À ce jour, l'auteur des faits occupe toujours le logement. Le bailleur social sonne l'alerte. La lettre ouverte que j'ai faite, c'est pour bien affirmer qu'en cas d'agression, nous engageons les procédures pour résilier les baux des personnes qui ont commis ces actes inqualifiables. On ne peut pas tout. Les forces de sécurité ne peuvent pas tout toutes seules, la justice non plus, et les associations de locataires non plus. Donc c'est vraiment un travail collectif, et il faut qu'on arrive à faire en sorte que cette violence qui se banalise ne soit pas banalisée. Mais la majorité silencieuse pointe aussi du doigt la responsabilité d'Ozanam. Dans cet immeuble du Lamentin, les locataires ne cessent de réclamer plus de sécurité. 10 ans que j'habite ici, 10 ans que les portes ne fonctionnent pas, donc ouais. Ça fait un moment qu'ils ont fait des demandes par rapport à ça. Toujours pas de réponse, toujours oui on va faire, mais rien de rien. Ici, en avril dernier, un homme a été tué par des personnes venues de l'extérieur. Les locataires ont réclamé la réparation des portes, de l'éclairage et l'installation d'une grille à l'entrée du site. Pas de travaux entamés à ce jour. L'actualité nous emmène en Haïti où ce vendredi a été déclarée journée de deuil national pour marquer le 2e anniversaire de la mort du président Jovenel Moïse. Ce matin, le Premier ministre Ariel Henry a présidé une cérémonie de commémoration à Port-au-Prince. 1 minute de silence a été respectée. Il y a 2 ans, jour pour jour, l'ancien président a été assassiné par un commando, un crime toujours impuni depuis. L'enquête piétine en Haïti. Chez nous, l'actualité sociale marquée par la fin du conflit au grand port maritime. Après une semaine de grève, un protocole a été signé entre la direction et les salariés grévistes. Dans cet accord, il est convenu, entre autres, de finaliser le projet sur le télétravail et la mise en place d'un catalogue de formation. Un article est à lire sur notre site internet martinique.lapremière.fr. Nous en parlions hier dans le cadre de l'instruction du dossier des grands frères. Le syndicaliste Élie Domota devait être confronté aux autres mises en examen. Dans ce dossier confié à un magistrat du parquet de Fort-de-France, son avocat nous apporte de nouveaux éléments. Franck-Edmond Mariette. Comme annoncé hier, les avocats des mises en examen dans le dossier des grands frères de la Guadeloupe déploraient l'absence d'Élie Domota au bureau du juge d'instruction à Fort-de-France. On était ici pour l'interrogatoire d'Élie Domota, donc la fameuse figure syndicale de la Guadeloupe. C'est la 2e fois qu'il était convoqué pour être confronté à Noël Dufour. C'est la 2e fois qu'il n'a pas daigné répondre à sa convocation et se déplacer. Aujourd'hui, l'un des conseils d'Élie Domota, le bâtonnier Germani, nous apporte de nouveaux éléments. J'ai découvert que M. Domota avait effectivement été convoqué à 2 reprises, la première fois en lettres simples, la deuxième fois en lettres recommandées et lettres simples, mais à une adresse qui n'était pas la sienne, puisque alors même qu'il était, que son adresse était connue de la justice, eh bien on lui envoie la convocation à l'UGTG, syndicat dont il n'est plus le secrétaire général depuis 2 ans. Fort heureusement, M. Domota
sur nos conseils, a écrit au juge d'instruction pour lui dire j'ai découvert que vous m'avez convoqué 2 fois d'ailleurs à une adresse qui n'est pas la mienne, voilà ma bonne adresse. Selon lui, Elie Domota ne serait pas concerné par ce dossier des grands frères. La vraie raison à nos yeux pour laquelle M. Dufour est en prison, c'est parce qu'à côté de l'affaire des grands frères, il est pris dans une histoire de trafic de drogue. Et que l'autre personne qui est en détention et qu'il défend aussi est un policier. Donc ça n'a rien à voir avec l'affaire des grands frères. L'instruction de cette affaire, confiée à un magistrat de la JIRS, la juridiction interrégionale spécialisée, se poursuit. Revenir vivre en Martinique après des années d'exode, c'est le choix que font certaines familles. Depuis 5 ans, l'association Elle est virée les accompagne psychologiquement et matériellement. Caroline Antich-Martin et François Marlin ont rencontré Céline, Aurélie et Thomas en cours d'installation. Regardez. Revenir sur son île, une décision mûrement réfléchie pour Céline, partie à 20 ans pour suivre des études en région parisienne. Ça n'a pas été une décision facile, mais elle était évidente. Parce que voilà, je suis martiniquaise, d'origine martinique, de la Martinique, de Fort-de-France. Voilà, c'était pour moi une évidence. Ça n'a pas été tout de suite, comme un déclic. Ça a pris du temps. Je pense que c'est un projet qu'il faut mettre en place pour revenir tranquillement. Contrairement à Céline, Aurélie n'a jamais vécu en Martinique, mais ses racines sont ici. Après la crise Covid et le décès de sa maman, elle n'a eu aucun mal à convaincre Thomas, son mari, de quitter Angers pour Fort-de-France. On pensait que c'était le mieux pour notre fils de grandir avec ses cousins, comme moi j'avais vécu en grandissant avec mes cousins. Et j'avais besoin aussi de cette attache de retrouver ma famille, mes racines martiniquaises, et pour lui aussi, qui vient souvent ici, de s'implanter ici et de pouvoir développer son activité. Aujourd'hui, Céline est de passage, mais dans un mois, elle sera définitivement installée dans un nouvel appartement et un nouveau travail. Pour l'aider à sauter le pas, elle a trouvé conseil et encouragement auprès de sa famille, d'un coach et de l'association Allez Virer. Forte de leur aide, elle est prête à démarrer sa nouvelle vie. Mes projets professionnels sont tout simplement d'acquérir une maison, enfin voilà, une résidence ici, changer mon poste actuel, tout simplement, donc soit par plusieurs biais, donc j'ai des pistes en ce moment, et puis voilà, construire une famille au-delà de celle que j'ai pu avoir déjà, enfin voilà, en tant que fille, mais voilà, construire ma famille et profiter de mes proches. Dans quelques jours, Aurélie, Thomas et Haïlé emménageront à Châteauboeuf. Dans l'attente, ils louent pour 26 € la nuit la résidence du retour, un appartement F4 entièrement équipé, un sacré coup de pouce de l'association Allez Virer. Heureusement qu'ils ont été là pour répondre à notre problématique et du coup on a pu s'installer dans la résidence du retour et être pleinement... moi j'ai pu commencer pleinement mon activité ici sans me poser de questions. Ça nous fait plaisir de voir que les familles s'emparent finalement de nos outils et en bénéficient pleinement en étant totalement épanouies. La résidence du retour, ça a été vraiment pensé pour les personnes qui rentrent au pays, qu'elles soient seules ou en famille. Il y a des jeux pour les enfants, par exemple, de quoi accueillir les animaux de compagnie. On l'a réfléchi, on l'a pensé et aujourd'hui, et depuis déjà 2021, c'est un succès extraordinaire. En 5 ans, Allez Virer a accompagné plus de 400 familles. Demain, plusieurs seront présentes à Madiana pour partager leurs expériences, bonnes ou mauvaises, de ce retour au pays natal. Le Salon des maires s'est achevé ce soir à Schœlcher. Durant 2 jours, ce rendez-vous était l'occasion d'aborder de nombreux thèmes pour le développement des collectivités comme la sécurité ou les déserts médicaux. Ce matin, la question de la transition énergétique était au cœur des débats. Irène Emonide, Patrice Châteaudégard. L'éclairage public a un poste très important pour les municipalités. Plus de 50% des budgets de fonctionnement. Il est donc question ici de transition énergétique à l'occasion du Salon des maires. Les municipalités invitées à consommer mieux, moins et au bon moment. C'est un bouquet énergétique de plusieurs filières qui aideront la Martinique à consommer
Nous avons commencé par tous les quartiers, en mettant des LED dans les quartiers, mais maintenant nous recherchons des financements pour terminer par le centre-bourg et Tartane. Près de 350 000 € à payer pour l'électricité, donc c'est important. Donc c'est constant, puisque quand on éclaire un stade sportif, quand on éclaire un palais des sports, et puis mettre de la lumière de 18h à 5h du matin. Faire face à la transition énergétique, toutes les municipalités ne sont pas logées à la même enseigne. La ville de Rivière-Salée fait aujourd'hui office d'exemple. La seule commune à avoir toutes ses écoles construites ou reconstruites aux normes parasismiques et un éclairage public rénové. Les factures étaient un petit peu trop élevées, 352 000 €, donc nous avons décidé de planifier dans l'exercice 2014-2020 sur 4 ans la réalisation de nouvelles structures, mais avec des LED, en plus qui nous ont permis de faire un peu d'économie, dans la mesure où aussi certaines personnes des communes ne pensent pas qu'il faille changer aussi des armoires qui gèrent. Nous avons eu des armoires qui géraient le temps, la durée et l'intensité de l'électricité en fonction du temps, et c'est ce qui nous a permis de gagner 200 000 €. Restent les projets et leur financement avec le FEDER, le Fonds européen de développement régional. La limite d'éligibilité des dossiers s'achève le 31 décembre 2023. Aujourd'hui, la couverture des énergies renouvelables dans notre production électrique est de 26%. Elle a doublé en quasiment 4 ans. Donc certes, on est encore loin de l'objectif, mais on sent bien que la tendance s'est accélérée, même s'il reste beaucoup à faire et à composer avec les réalités du territoire martiniquais, la disponibilité du foncier, le caractère un petit peu volcanique, escarpé, qui facilite pas l'exercice. Mais pour autant, il faut que tout le monde en ait conscience, la population, les élus, qu'il faut changer de braquet maintenant. Un salon des maires sur 2 journées pour mieux comprendre les enjeux énergétiques pour les années à venir. En cyclisme, les coureurs colombiens de la pédale pilotine sont bien autorisés à participer au Tour de la Martinique. Ce matin, le délibéré est tombé dans l'affaire qui oppose le club de Rivière-Pilote au comité régional cycliste. En cette veille de départ, le conflit a fait beaucoup de remous. Delphine Bess, William Zebina. C'était le feuilleton avant la course. La décision du comité régional d'écarter du Tour les coureurs colombiens, d'excellents grimpeurs, à la préparation jugée supérieure à celle des Martiniquais. Mais le juge des référés en a délibéré autrement. Aucune disposition légale ne s'oppose à la participation des Colombiens, dûment licenciés du club de Rivière-Pilote. Le sport est universel. Si on fait venir des coureurs étrangers, puisqu'il y a quand même Saint-Domingue qui sera là, il y a la Russie, il y a quelques clubs qui sortent qui ne sont pas des Martiniquais. Moi, je crois que lorsqu'on gagne un tour, puis il y a 2 niveaux, il y a des coureurs de l'extérieur, et il faut aussi que nous, Martiniquais, qu'on soit à niveau. Moi, j'ai un club qui a des Colombiens, comme Paris Saint-Germain, des Brésiliens et qu'on sort. Hein. Il y a 6 ans qu'on se bat, quand même, c'est tout. Le vainqueur du Tour 2022, Diego Soraca Cabeza, sera donc au départ à Saint-Joseph demain. De même que son compatriote Camilo Castro Pulido, lui-même vainqueur du prix du 22 mai cette année. Le président du comité régional se plie à la décision de justice, mais maintient que le règlement sportif de sa fédération exige de certaines nationalités un visa de travail au-delà de 3 mois. La Colombie, le Venezuela ne fait pas partie des accords de notre annexe 3 de la Fédération française de cyclisme. Ils ne sont pas sur la liste. D'autres pays ont des accords avec la France, ont des accords avec l'Europe, tandis qu'avec la Colombie, il n'y a pas d'accord. Mais si la loi, en tout cas le juge des référés, valide cette situation, que pouvez-vous faire ? Le référé ne connaît rien du tout dans la réglementation sportive. Une réglementation qui est mise en place par le CONSF, qui a fait un guide des étrangers qui veulent faire du sport. Le juge des référés ne connaît rien là-dedans. De leur côté, les coureurs martiniquais ont l'habitude d'affronter des Colombiens. Pour les sportifs qui souffrent ensemble sur les routes, les Sud-Américains ont un mental de champion et une capacité de travailleur norme. J'ai été 2 fois en Colombie. Après, j'ai été sur la pédale pilotine. Alors, il y a les 2 Sud-Américains, les 2 Colombiens. Après, c'est une bonne chose. Ils t'apprennent, tu apprends avec eux à t'entraîner. Ça donne un petit peu de vitesse. Lors de la saison, ça nous fait évoluer un petit peu, mais bon, après, voilà, moi, ça ne me dérange pas. Ils ont été en préparation avec les coureurs locaux, donc bon, ça prouve qu'il y a un esprit d'échange
Donc c'est un bon point de ce côté-là. C'est peut-être plus dur à accepter pour ceux qui aspirent à monter sur le podium? Aussi. Mais bon, après, s'ils sont forts, ils vont faire le nécessaire pour. Pas sûr que le débat se poursuive entre les sportifs sur le Tour 2023. La question, en revanche, se posera de nouveau pour la saison prochaine, le comité régional ayant promis des suites. Et partons justement au hall des sports de Saint-Joseph où se déroule la cérémonie d'ouverture de la compétition. Sur place, Stéphane Lupon. Bonsoir Stéphane. À quelques heures du coup d'envoi, comment s'annonce cette édition 2023 ? Bonsoir Christelle, bonsoir à tous nos téléspectateurs. L'édition 2023 s'annonce haute en couleur. Fini le temps des polémiques. Tous les directeurs sportifs sont là devant un parterre d'invités. Vous arrivez alors que Céline Ferriagle est en train d'interpréter l'hymne de la Martinique. Et effectivement, toutes les conditions sont réunies pour que tout se passe bien. Donc, cérémonie d'ouverture ce soir et rendez-vous dès demain sur les routes. Première étape, Saint-Joseph, Marin, plus de 123 km à couvrir pour les 108 coureurs qui prennent le départ de ce 42e Tour cycliste de la Martinique. Ce qu'on peut dire ce soir, c'est que tout se passe bien avec une cérémonie d'ouverture qui vient de commencer et qui s'annonce haute en couleur, tout comme ce Tour 2023. Merci beaucoup Stéphane Lupon et merci également à William Zebina qui vous accompagne. Coup d'envoi du Tour cycliste, vous l'avez dit, demain, mais tout de suite après le journal, vous avez rendez-vous avec le magazine du Tour présenté par Stéphanie Octavia. Coup de projecteur maintenant sur une entrepreneuse martiniquaise qui a été jusqu'à Londres pour implanter sa marque d'accessoires de mode. Une vitrine inattendue pour le traditionnel marée-tête. Nathalie Sarfati et Hugo Laridon. Londres est depuis 3 ans son terrain de jeu. Sacha nous emmène à l'est de la capitale britannique dans le quartier de Hackney. C'est ici que tout a commencé, au cœur du Bohemia Market, le seul marché afro-caribéen de Londres. La jeune Martiniquaise de 29 ans s'est fait connaître grâce à ce qu'elle porte sur la tête, un marée-tête ou ce qu'elle appelle une couronne. Sacha retrouve avec plaisir des exposants qu'elle a côtoyés. J'ai beaucoup été avec ces gens-là en fait. On vit tous la même chose et on s'est beaucoup connectés les uns aux autres par rapport à ça. Ils me voient comme la fille qui a réussi quoi. Je suis plus dans les marchés maintenant, moi je suis dans les gros trade shows. Les gens ils m'ont vu quand j'étais petite, j'avais rien, ma table elle ressemblait à rien, mais je donnais mes couronnes. Je partageais ma bonne humeur, je partageais cette énergie en fait, et les gens se souviennent de ça pour ça. Plus de marché pour Sacha. Elle s'expose désormais sur de grands salons professionnels, comme ici à l'Afro Hair and Beauty Live. So this is the new collection. Voici la nouvelle collection de couronnes. Nous avons 400 couronnes à vendre et nous sommes 4. Sacha commence par expliquer à ses vendeuses la bonne méthode pour façonner la couronne. Un système qui se veut simple, conçu par la jeune créatrice. Je ne savais plus quoi faire de mes cheveux. Je voulais juste quelque chose de rapide, beau, que je pouvais enfiler, hop, et j'étais ready to go. Et j'ai toujours aussi rêvé de faire des head wraps sur ma tête, mais j'ai jamais su les faire en fait, c'est trop compliqué. Donc après avoir fait mes recherches, j'ai dit à mes couturières, écoute, chop, j'ai dessiné le truc, je veux ça. Un bonnet, du satin à l'intérieur, la longue bande, et puis c'est bon quoi. La communauté afro-caribéenne de Londres est friande de produits innovants. Sacha fait le plein sur son stand, les futures clientes se pressent pour essayer. Elles sont rapidement conquises. Je ne relève jamais mes cheveux, mais ça c'est vraiment joli. Je n'en mets jamais, mais c'est différent, je n'ai jamais vu ça. Quand je vois les sourires des femmes, à quel point elles sont heureuses de repartir avec leur couronne, de les voir se transformer en fait, c'est là que je me dis ok, I'm doing the right thing. Esthétique et pratique, les couronnes attisent la curiosité. Elles ont même trouvé un usage auprès des femmes qui perdent leurs cheveux. Une satisfaction pour Sacha, qui rêve de couronner toutes les têtes.
Et voilà qui met un terme à cette édition régionale. Je vous rappelle le titre principal que nous avons développé. Les pompiers à Pied-d'Œuvre hier soir, cité Gaudissart à Fort-de-France où 17 voitures ont brûlé. Rien à voir avec les événements qui ont secoué l'Hexagone ces derniers jours. Il s'agirait d'un vol d'essence qui aurait mal tourné, provoquant l'incendie de plusieurs véhicules stationnés dans le parking. Merci pour votre fidélité. Restez avec nous pour votre journal national et international. À tout de suite.